états généraux du cloud organisés par la Cloud Week Paris, avec laquelle Informatic News est partenaire. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Siro de IBM France, qui est directeur de l'activité cloud. Anthony Siro, bonjour. Bonjour Guy. Alors, dans le domaine du cloud, évidemment, il y a beaucoup d'intervenants, mais il y en a 4 qui sont majeurs. Il y a AWS, qui n'est pas le plus ancien, mais en tout cas qui est un petit peu devant. Il y a Google, il y a Microsoft avec Azure, et puis il y a IBM. Donc c'est vraiment les 4 grands, c'est le carré magique du Gartner. Dans cet environnement-là, quel est le positionnement particulier d'IBM et quelles sont les spécificités que vous proposez? Alors effectivement, IBM est un acteur du cloud très actif. On a un positionnement qui est assez hybride, puisque nous on couvre l'ensemble du spectre qui va de la construction de cloud privé pour nos clients jusqu'au cloud public, avec une couche intermédiaire qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui est la partie cloud hybride, où on a un mix effectivement des environnements entre l'interne et des débordements, notamment du front office, encore souvent du test and dev, du stockage aussi beaucoup, qui vont eux se réaliser dans des parties publiques. Et alors, vous dites vous couvrez un petit peu tout. Est-ce que vous pensez qu'à terme, finalement, c'est le cloud hybride qui couvre un petit peu tout, qui va avoir tendance à s'imposer? Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a encore beaucoup de systèmes dits legacy qui existent dans les entreprises, que ce soit des mainframes IBM par exemple. On sait que ça tire encore une grande partie des applications critiques en fait, des entreprises. Donc on est aujourd'hui déjà dans des projets de connectivité entre le monde du legacy et le nouveau monde, on va dire, du cloud public. Ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. On est dans ces projets-là, qui sont des projets qui ont attrait beaucoup à l'urbanisation des systèmes, où on va exposer finalement le système d'information existant sous forme de microservices, et on va venir connecter tout ça avec des nouveaux front office, des applications qu'on appelle born in the web, sur nos plateformes de cloud public. Donc on est vraiment en train d'urbaniser, d'exposer les services du système d'information existant et de les connecter avec le cloud. C'est ça finalement notre activité quotidienne aujourd'hui. Si on regarde un petit peu en arrière, on a bien vu les différentes vagues d'informatique qui sont arrivées et à chaque fois finalement une vague n'en a pas chassé une autre, c'est-à-dire qu'en gros elle s'est ajoutée à l'existant et finalement le cloud dans ce cas-là ne déroge pas vraiment à la règle. C'est vraiment une nouvelle enveloppe qui va permettre d'enrober un petit peu tout ce qui existe. Alors, effectivement, dans les différents modes de sourcing de l'informatique, on achète des machines, on infogère tout. Le cloud, finalement, a un positionnement assez intermédiaire, notamment les clouds publics, qui amènent un nouveau mode de consommation de l'IT, mais c'est un des modes de consommation de l'IT. Et nous, notre travail, c'est d'évaluer, en fonction de la charge qui tourne, du programme qui tourne chez le client, l'éligibilité de tel ou tel type de programme à un cloud privé, à rester finalement dans le système d'information existant parce qu'il n'y a pas de valeur à le bouger, ou à regarder effectivement si on peut le bouger dans un cloud public. Alors, pour IBM, le cloud, c'est vraiment aujourd'hui une activité qui fait partie des initiatives stratégiques telles que le présente votre CEO de manière assez régulière, avec d'autres comme Watson, et donc en particulier tout ce qui est analytics. Et en fait, finalement, l'activité du cloud chez IBM, alors elle a commencé avant, mais elle a vraiment elle s'est développée, elle a été boostée avec le rachat de SoftLayer, qui n'était pas un acteur considérable. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de penser qu'IBM, une entreprise aussi établie dans le domaine de l'IT, démarre une activité en rachetant un acteur de taille moyenne? Alors, le rachat de SoftLayer est un complément du portefeuille. En fait. C'est-à-dire qu'on a un grand portefeuille dans le monde du cloud. On a beaucoup de logiciels déjà pour amener les clients vers le cloud. Il y a plein de middleware qui permettent d'aller vers le cloud. Ça, ce sont des middleware historiques, soit qui sont issus de rachats, soit qui ont été développés par IBM. Au milieu de ça, il nous fallait effectivement une plateforme de cloud extrêmement agile. On a choisi SoftLayer, je pense, principalement pour
la capacité réseau de SoftLayer. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau existant SoftLayer qui était extrêmement performant et qui nous permet de proposer une latence et une proximité aussi à nos clients. Alors on continue de développer les data centers SoftLayer dans le monde, mais on a une latence. Il faut savoir que SoftLayer vient du monde du gaming. C'était leur cible prioritaire. Et si vous savez faire tenir des applications extrêmement intensives comme le gaming, vous pouvez faire tenir quasiment n'importe quel type d'application dans le monde du cloud pour les entreprises avec des temps de réponse qui sont extrêmement satisfaisants. C'est là finalement la décision d'acquisition d'un acteur qui peut paraître plus modeste comme SoftLayer. Après, notre travail, et on continue à le faire tous les jours, c'est finalement de massifier ces data centers SoftLayer de par le monde. On en a d'ailleurs un en région parisienne qui est là depuis maintenant 1 an et demi à peu près et qui est extrêmement actif en France. Alors justement, on va revenir au marché français, mais juste une petite incise. Je me souviens d'un responsable d'IBM Corp, donc aux États-Unis, qui avait fait la remarque suivante en disant qu'il ne voyait pas l'intérêt de pouvoir acheter des services cloud avec une carte bleue. En gros, pour montrer l'agilité, la flexibilité. Donc ça, c'est vraiment un temps qui est totalement révolu chez IBM. Oui, effectivement. Alors on peut payer ces services sur IBM SoftLayer avec sa carte bleue. Donc le monde change, le monde évolue. Et IBM avec. Et IBM avec, c'est extrêmement important, effectivement. Si on revient donc sur le marché français, donc il y a eu l'épisode un peu tragico-comique, si je puis dire, du cloud souverain et des 2 tentatives avec CloudWack et Numergy, dont on sait ce qu'il en est advenu. Est-ce que, alors le sujet reste un sujet, c'est-à-dire que le cloud souverain est toujours une préoccupation pour un certain nombre d'entreprises. Est-ce que finalement, puisque bon, il y a éventuellement des offres françaises, mais est-ce que un acteur comme IBM, qui est un acteur malgré tout étranger, américain, d'origine américaine, est-ce qu'il peut jouer un rôle sur ce marché du cloud souverain ? Alors bon, effectivement, IBM France est une société qui est en France depuis 1914. Et qui le fait savoir en disant qu'elle paye ses impôts en France, pas comme d'autres d'ailleurs. Alors on est français, on se sent français, et les employés d'IBM en France sont français, ils sont comme vous et moi, donc ils interagissent sur le territoire. Au-delà de ça, effectivement, donc, on a fait le choix d'installer un data center en France, je dirais le plus vite possible en fait, et en Europe, puisqu'on est quand même sous gouvernance européenne. On a des data centers en Europe qui communiquent entre eux. Mais au-delà de ça, le sujet du cloud souverain, c'est aussi la souveraineté des données souvent. C'est ça qui se cache en dessous, et notamment la sécurité de ces données. Finalement, de se dire, est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir mes données, y accéder, lancer une injonction pour que je lui donne mes données, ce type de discussion est assez fréquente. Donc effectivement, notre positionnement, notamment avec une fonctionnalité sur SoftLayer qu'on appelle en bon français du bare metal, à savoir finalement ce sont vos serveurs dédiés, c'est vraiment vos serveurs à vous dans un cloud public, ça permet vraiment d'isoler les machines. On peut répondre aux problématiques légales finalement et avoir des environnements type bancaire aujourd'hui, ce qui est le cas en France, qui tournent sur nos plateformes de cloud. Donc effectivement on peut se positionner et assurer finalement une souveraineté des données, puisque c'est ça qui compte, et une sécurité des données. La sécurité, c'est effectivement protéger. Donc là, c'est très IT, mettre en place tous les mécanismes de sécurité pour que la donnée ne soit pas accessible de l'extérieur, ça c'est une chose. Et ensuite, donner la transparence au client par rapport à cette donnée. C'est-à-dire que cette donnée, on sait dans quel data center elle est, sur quel serveur, sur quel file system et surtout qui accède. Et elle appartient au client. Et elle appartient au client. D'accord. Et personne d'autre ne peut donner une injonction à IBM pour dire je voudrais bien voir ce qu'il y a sur ce stockage, donnez-moi les données. Donc encore une fois, on est une société française, donc on répond au gouvernement français sur ce sujet-là. En fait. Bien, bah écoutez, je pense que le cloud est déjà un sujet sur lequel on a beaucoup parlé, mais il y a certainement encore beaucoup plus à venir, donc on aura l'occasion d'en reparler. Anthony Siro, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci.